علماء الإسلام, les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient. حلقة اليوم عن ابن النفيس. Aujourd'hui, je vais vous raconter la vie et les contributions d'un grand médecin syrien formé à Damas et qui a fait toute sa carrière au Caire. J'ai choisi d'en parler pour deux raisons. En premier lieu, c'est un digne représentant de la médecine arabe du XIIIe siècle et plus particulièrement de la médecine hospitalière. En second lieu, il fait partie de ces praticiens de la médecine qui ont apporté une contribution originale à leur discipline. Il s'agit de Ala ad-Din ibn Nafis. Il est né en 1213 à Al-Qarsh, un village des environs de Damas. Les sources connues nous disent, sans donner plus de détails, qu'après sa formation de base, il a suivi des cours de philosophie et il a été initié à certaines matières religieuses. Adolescent, il opte pour une formation en médecine. Cette discipline s'enseignait dans les hôpitaux où exerçaient les meilleurs professeurs. Le jeune homme est alors orienté vers le prestigieux hôpital An-Nouri, construit en 1154 par le sultan Al-Adil et qui a continué à fonctionner jusqu'à la fin du XIXe siècle. Dans cet établissement, il a suivi des cours de formation générale et certains plus spécialisés, comme ceux qui étaient donnés par Muhyiddin ad-Dahwar, le meilleur ophtalmologue du pays. Et il s'est initié à la pratique médicale à l'occasion des visites quotidiennes aux malades, en présence des responsables de chaque service et de leurs assistants. À 30 ans, Ibn Nafis est invité au Caire par le sultan Al-Kamil, qui le nomme comme médecin à l'hôpital Al-Nasiri, fondé en 1171 par le sultan Salah ad-Din al-Ayyubi, avant d'être promu chef de service quelques années plus tard. En 1284, il est nommé directeur de l'hôpital Al-Mansouri, qui venait d'être construit par le sultan Qalaoun. Notre médecin y poursuivra ses activités jusqu'à sa mort en 1288. Dans son testament, il avait indiqué qu'il léguait toute sa bibliothèque à l'hôpital. La longue carrière d'Ibn Nafis n'était pas quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire de la médecine clinique des pays d'islam. Depuis l'époque d'Abu Bakr al-Razi, le pionnier de cette activité, des dizaines d'hôpitaux ont été construits dans différentes cités de l'espace musulman et des centaines de médecins y ont pratiqué des soins chaque jour ou bien ont assuré des enseignements pour leurs étudiants. La construction de ces établissements était financée par l'État central, par les pouvoirs régionaux ou par des citoyens fortunés. Ce sont eux également qui prenaient en charge tous leurs frais de fonctionnement. Pour pérenniser ces hôpitaux et leur assurer un fonctionnement permanent, les donateurs leur accordaient le statut de waqf, c'est-à-dire celui des biens de main morte, qui les rendait inaliénables et qui les protégeait contre d'éventuelles décisions arbitraires. Dans le document officiel du waqf, les juges faisaient préciser aux donateurs les sommes allouées à chaque poste de dépense et à chaque employé, du gardien de nuit jusqu'au directeur de l'hôpital. Ce sont ces dispositions légales qui ont permis la multiplication des établissements de soins. Pour donner l'exemple de l'Égypte où a exercé Ibn Nafis, il faut préciser que les établissements où il a travaillé n'étaient pas les premiers dans le pays. Déjà, au IXe siècle, le prince Ibn Toloun avait fait construire à Fustat, l'ancienne capitale, le Bimaristan al-Atiq. Puis, il y eut l'hôpital Kafur au Xe siècle. Puis celui des Qashashin à l'époque fatimide. Venons-en maintenant aux activités d'Ibn Nafis. Il y a d'abord sa pratique hospitalière quotidienne. Elle lui a facilité le travail d'investigation qui permet d'avoir une meilleure connaissance de l'anatomie et de la physiologie du corps humain pour mieux traiter ses pathologies. Elle a également développé ses capacités d'observation et d'analyse, ce qui lui a permis de s'interroger sur certaines affirmations et certaines hypothèses de ses prédécesseurs, grecs et musulmans, puis d'aller chercher les réponses dans l'expérimentation. Mais il a aussi consacré beaucoup de temps à la rédaction d'un certain nombre d'ouvrages traitant de tel ou tel thème de cette discipline.
le plus important sur le plan quantitatif est le livre complet de l'art médical, qu'il projetait de publier en 300 volumes. Mais il n'a achevé que les 80 premiers. Il a également publié un ouvrage peu connu sur les maladies de l'œil, intitulé « Le livre bien ordonné sur l'ophtalmologie », qui révèle ses compétences dans ce domaine et la justesse de ses observations, en particulier en ce qui concerne la cataracte. Mais c'est son commentaire au canon d'Ibn Sina qui contient une contribution originale. L'ouvrage est en deux parties. La première, intitulée « L'abrégé de médecine », concerne la pratique médicale. La seconde, la plus importante, c'est son commentaire de l'anatomie du canon. C'est en évoquant ce grand chapitre de la médecine qu'il reconnaît implicitement ce qu'il doit à son expérience hospitalière. Il dit en effet, je cite, « L'anatomie est un art et non une science, et l'art s'acquiert par la pratique, alors que la science s'acquiert par l'étude. » Cette démarche va lui permettre de faire une découverte importante, celle de la petite circulation du sang. Pour comprendre l'importance de cette contribution, il faut rappeler, en quelques mots, ce qui avait été écrit sur ce sujet depuis plus de 1000 ans. Au IIe siècle, le grand Galien disait que le sang contenu dans la cavité droite du cœur passe vers la cavité gauche en traversant la cloison qui sépare les deux cavités. Ces affirmations avaient été acceptées et enseignées par les plus grands médecins des pays d'islam. Et l'autorité scientifique d'Ibn Sina leur avait donné encore plus de poids. Après des investigations approfondies sur l'anatomie du cœur, Ibn Nafis décide de rejeter les affirmations de ses prédécesseurs. En ce qui concerne un éventuel passage entre les deux ventricules, il dit ceci, je cite, « Une fois que le sang a été raffiné dans la cavité droite du cœur, il doit nécessairement passer dans la cavité gauche. Or, il n'y a pas de passage entre ces deux cavités, car la substance du cœur, en cet endroit, est compacte, et elle ne comporte ni passage apparent, comme on le croyait communément, ni passage invisible, qui permettrait la traversée du sang, comme l'a imaginé Galien. Puis, il en déduit ceci, je cite, « Le sang doit nécessairement passer dans l'artère pulmonaire, arriver au poumon, se mélanger à l'air, purifier sa partie fine, puis pénétrer dans la veine pulmonaire qui l'amène à la cavité gauche du cœur. » Il laisse entendre aussi que son affirmation n'est pas une simple déduction théorique, mais le résultat de l'observation de l'anatomie du cœur. Il dit à ce sujet, je cite, « Il n'y a point de passage entre les deux ventricules. L'anatomie montre qu'il n'en est rien et dément ce qui a été dit. La cloison entre les deux ventricules est plus épaisse que d'autres parties du cœur, et cela afin qu'il ne puisse y avoir interpénétration et perte de sang ou de l'esprit. Le passage du sang dans le ventricule gauche se fait par la voie des poumons. » Comment était-il arrivé à ces conclusions? La citation que je viens de vous lire, et d'autres passages de son ouvrage, laissent à penser que, malgré l'opinion de l'époque qui était hostile à la dissection, notre médecin l'a probablement pratiquée sur des animaux. Cela dit, les résultats d'Ibn Nafis n'ont, semble-t-il, provoqué aucune réaction de ses collègues. En tout cas, il n'y a aucune trace connue de sa découverte dans les écrits médicaux arabes publiés au XIVe et au XVe siècle. C'est seulement au XVIe siècle, à Padoue, en Italie, que l'on redécouvre les travaux d'Ibn Nafis. Et cela grâce à l'initiative d'Andrea Alpago, un médecin curieux et passionné. En 1487, il est à Damas, au service du consul vénitien de la ville. Là, il se met à apprendre l'arabe, puis, aidé par l'un de ses confrères syriens, il se met à l'étude des manuscrits de médecine et de philosophie. En 1520, et après un séjour de 30 ans à Damas, il revient en Italie. Il ramène avec lui un certain nombre d'ouvrages scientifiques, et en particulier le commentaire d'Ibn Nafis au canon d'Ibn Sina. C'est ainsi que des médecins de Padoue ont pris connaissance de la contribution d'Ibn Nafis et ils l'ont diffusée.
et par leur intermédiaire, la découverte de la petite circulation du sang est considérée comme une étape importante dans la découverte de la grande circulation par William Harvey à la fin du XVIe siècle. كنا مع برنامج علماء الإسلام. C'était les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam, en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient.